Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale préparée par la rédaction de TV78. Nous sommes le jeudi 10 mars. Voici les titres. Le sommet européen s'est ouvert aujourd'hui au château de Versailles. Emmanuel Macron réunit les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne jusqu'à vendredi. Quels sont les enjeux du rendez-vous en plein contexte de la guerre en Ukraine? Élément de réponse avec nos invités. Au cœur de l'événement, la ville de Versailles et son château qui seront au centre de l'attention. La vie des habitants est quelque peu bouleversée pendant 2 jours. Nous vous emmènerons aussi dans les coulisses du sommet avec un dispositif de sécurité conséquent et plus de 500 journalistes accrédités. Enfin, ce n'est pas une première dans la cité royale. Le château a été souvent dans l'histoire un lieu symbolique de la diplomatie française et européenne. Retour sur les précédents dans cette édition. Toujours dans l'histoire, nous verrons que les thématiques de l'indépendance énergétique et aussi de l'Europe de la défense ne sont pas nouvelles et étaient évoquées même au fondement de l'Europe, et ce sera tout à l'heure. Mais direction tout de suite le château de Versailles où se tient le sommet européen pour retrouver Nicolas Dandry de la rédaction de TV78. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégory. Et la séance plénière d'ouverture s'est ouverte il y a quelques minutes puisqu'elle a démarré à partir de 17h30. Oui, c'est même un peu plus longtemps puisque Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse juste sur la cour du marbre du château de Versailles. Il était 16h45 quand Emmanuel Macron, le président de la République, est arrivé au château de Versailles, suivi de près par les 26 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne. Nous avons véritablement assisté à un balai de véhicules avec des petits drapeaux des États européens pour les reconnaître, créant même un bouchon sur la place d'Armes devant le château de Versailles. Voilà pour la forme. Sur le fond, ce sommet européen a débuté, comme vous l'avez dit, avec cette session plénière il y a quelques minutes. Les dirigeants européens vont plancher sur plusieurs enjeux sur toile de fond de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. D'abord, il sera question de l'autonomie énergétique et alimentaire vis-à-vis de la Russie et de l'Union européenne. Ensuite, les dirigeants européens vont discuter aussi de l'Europe de la défense, un sujet qui a longtemps été débattu entre les États membres, et il faudra savoir s'il faut aller plus loin dans ce contexte de guerre. Enfin, la France pousse pour un nouveau plan d'investissement après le plan de relance économique historique décidé en 2020. Bref, la question centrale, ce sera de savoir s'il faut aller plus loin sur la souveraineté européenne. Réponse demain après-midi avec les conclusions de ce sommet européen à Versailles. Merci Nicolas, la connexion s'est totalement rétablie. On vous entendait en tout cas très bien pour ce point d'information. Merci beaucoup, merci aussi à Mickaël Elmidoro qui est avec vous sur place au château de Versailles pour les moyens techniques. Et pour parler de ce sommet européen, 2 premiers invités dans cette édition spéciale. Martha de Cidrac, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice des Yvelines, sénatrice Les Républicains. Vous êtes aussi la secrétaire de la Commission des Affaires étrangères, des Affaires européennes au Sénat. Voilà, Affaires européennes, la précision est donnée. Et je précise également que vous êtes la présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines qui est installée à Saint-Germain-en-Laye. Avec nous en visioconférence également, Vincent Couronne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'Université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des Surligneurs. C'est un groupe de juristes universitaires qui relèvent les fake news et les explique. Merci à tous les deux d'être avec nous. On le disait, un sommet qui s'ouvre dans ce contexte, en plein contexte de la guerre en Ukraine. Et depuis le début du conflit, on entend beaucoup parler d'Union européenne, de ses différentes institutions, mais aussi de Conseil de l'Europe, qui sont des choses totalement différentes, difficiles d'y voir clair. Vincent Couronne, finalement, dans ce conflit, on a l'impression que c'est plusieurs Europes qui sont imbriquées, qui sont concernées. Oui, effectivement, mais c'est toute la particularité, presque, je pourrais dire aussi la richesse du continent européen, c'est qu'il y a l'Union européenne qui est, cette union qu'on connaît bien, mais économique, politique, etc. Mais il y a aussi le Conseil de l'Europe, dont fait partie l'Ukraine, ce Conseil de l'Europe qui est là pour protéger la paix, les droits de l'homme. Oui, et la Russie fait partie. Et la Russie aussi fait partie, même si elle vient effectivement d'annoncer vouloir en sortir du Conseil d'Europe. Mais donc, du coup, voilà, il y a plusieurs Europes. Et puis, on ne peut pas ne pas citer aussi, mais on en reparlera, de l'OTAN, qui est une organisation dans laquelle 21 membres sont aussi membres de l'Union européenne et qui est un des éléments centraux de la défense européenne. Donc, c'est vrai que le continent européen est un continent d'imbrication d'organisations internationales dans lesquelles il n'y a pas certains États.
Et je précise juste qu'on entendait Henri Malos, qui est président de l'association Jean Monnet, qui interviendra un peu plus tard dans cette édition spéciale. Alors Martha de Cidrac, là pour ce sommet qui se déroule à Versailles, on parle bien de l'Union européenne qui est réunie par Emmanuel Macron, puisque on le rappelle, Emmanuel Macron et la France a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier. Là encore, pour l'Union européenne, il y a différentes institutions. C'est difficile de s'y retrouver. C'est vrai que c'est parfois un tout petit peu compliqué pour le commun des mortels de s'y retrouver. Alors, c'est vrai qu'on parle très couramment de la Commission de l'Europe, qui est en réalité l'organe législatif et l'organe opérationnel en réalité, pas législatif mais opérationnel véritablement de l'Europe. Nous avons aussi le Parlement qui est pour le coup un organe législatif puisque les parlementaires, nos eurodéputés siègent au Parlement donc de l'Europe et nous avons, cela a été évoqué, nous avons le Conseil mais nous avons aussi cette présidence tournante qui est celle du Conseil de l'Union européenne, qui est celle des présidents des États, en fait, puisque nous avons aussi le Conseil des ministres des différents États qui, selon les thématiques abordées, se réunissent de manière à pouvoir avancer sur un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, nous sommes pleinement au cœur de la présidence française de l'Union européenne, puisque c'est la France qui, du 1er janvier jusqu'au 1er juillet, assurera donc cette présidence et pour laquelle donc tous ces chefs d'État sont réunis à Versailles aujourd'hui et demain. Voilà pour ce petit point pédagogique, ça va nous aider à y voir plus clair pour aborder la suite des thématiques. Une précision importante déjà, le rendez-vous était déjà prévu, la thématique initiale était un nouveau modèle de croissance pour l'Europe, mais forcément, au vu du contexte de cette guerre en Ukraine, l'ordre du jour a été bouleversé avec donc plusieurs thématiques qui ont été évoquées il y a un instant par Nicolas Dandry. En premier lieu, on parlera d'Europe de la défense ou de la défense européenne, les deux termes sont utilisés. Alors c'est une première déjà dans l'histoire de l'Union européenne, le déblocage de 450 millions d'euros pour fournir du matériel létal à l'armée ukrainienne. On parlait, Vincent Couronne, de l'OTAN, justement, en dehors de l'OTAN et de cette alliance atlantique, ces 30 membres. Est-ce que la défense européenne existe ? La réponse, elle est assez claire. Non, il n'y a pas aujourd'hui de vraie défense européenne. On dit souvent que la défense européenne, en réalité, même si en France on a du mal à l'entendre, c'est l'OTAN, la véritable défense militaire du territoire de l'Union européenne. En revanche, il existe déjà des initiatives, des politiques qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la politique européenne de défense. On peut citer par exemple les groupements tactiques qui sont des bataillons de 1500 soldats européens prêts à intervenir militairement, mais qui n'ont jamais été utilisés. Alors on a eu aussi par exemple l'intervention des Européens au Mali dans le cadre de la force Takuba, mais là c'était simplement quelques États membres qui intervenaient en dehors de la politique européenne de défense pour soutenir les Français de l'opération Barkhane, et c'était une petite mission, on va le dire, 1000 hommes seulement, sans engagement véritablement offensif. Là, l'Ukraine change pas mal les choses parce que désormais, l'Union européenne va pioche, comme vous venez de le dire, dans une enveloppe globale de 5 milliards d'euros. Elle va utiliser uniquement 450 millions pour le moment pour financer la livraison d'armes à l'Ukraine. Et puis, le Conseil européen qui s'ouvre ce soir, l'objectif, en tout cas un des espoirs de pas mal d'États membres, c'est que il y ait plus d'investissements dans les projets de défense, mais donc plus d'argent pour le militaire, mais pour l'armement notamment. En revanche, pas de modification institutionnelle, c'est-à-dire qu'on va pas passer à des décisions à la majorité plutôt qu'à l'unanimité, ce qui va réduire la capacité de l'Union à agir vite. Et puis, a fortiori, on va pas décider ce soir de mettre en place une armée européenne. Mais après, il faut rester humble aussi, on n'est qu'au début de cette guerre et on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Et peut-être que le Conseil européen va prendre des décisions beaucoup plus audacieuses dans les jours ou les semaines qui viennent. Justement, Martha de Cidrac, sur les évolutions possibles qui s'offrent aujourd'hui à l'Union européenne, alors Vincent Couronne dit qu'on n'ira pas jusqu'à cette armée européenne qui est un vieux rêve européen, on en parlera tout à l'heure avec notre autre invité, c'est un vieux rêve de Jean Monnet de créer une armée européenne. Quelles sont les évolutions possibles aujourd'hui ? C'est de réarmer l'Union européenne, de renforcer peut-être la collaboration entre les 27 armées de l'Union européenne ? Alors oui, n'oublions pas aujourd'hui que la France a une grande armée. C'est l'un des États membres qui a l'armée la plus conséquente en la matière. Donc je pense qu'il faut peser véritablement toutes les conséquences qu'il pourrait y avoir à traduire tout cela dans une espèce de défense européenne qui, de mon point de vue, n'est pas tout à fait à l'ordre du jour puisque nous savons bien que chaque État n'a pas la même approche en réalité de ce que doit être une armée européenne. Encore faudrait-il véritablement
que ce projet-là, parce que ça ne peut pas s'improviser uniquement autour d'une guerre qui est là, c'est à nos portes, qui se passe sur notre continent. Prendre une décision d'une telle envergure nécessitera un certain nombre d'échanges et je ne crois pas personnellement que ce soit tout à fait à l'ordre du jour de créer une défense européenne, en tout cas pas au sens d'une armée comme nous pouvons en avoir une en France. Alors à l'ordre du jour, justement, une autre question importante sur la table, c'est celle de la dépendance énergétique. L'Union européenne est dépendante des importations de gaz russe à hauteur de 40%, avec des disparités selon les pays. Une dépendance vis-à-vis aussi du pétrole. On est obligé de constater la hausse à la pompe de plus de 10 centimes d'euros. Est-ce qu'à votre avis, sur ce sujet, c'est sur ce sujet qu'on va voir si l'unité européenne tient sur ce sommet européen ? Oui, je crois qu'on a déjà montré que l'Union européenne, finalement, est assez solidaire en ce moment, y compris sur une thématique de ce genre-là, puisque vous l'avez très bien rappelé, globalement, on voit qu'il y a des rapports de force. La France est un tout petit peu moins dépendante de l'énergie russe, que ce soit le gaz ou le pétrole, mais malgré tout, il va falloir retrouver en fait des équilibres. On voit que les sanctions ont été votées par l'ensemble des États, donc avec un certain nombre de subtilités des États, mais qui ne sont pas membres en réalité de l'Union européenne. Mais cette solidarité européenne, en réalité, s'est consolidée autour de ce conflit ukrainien. Donc moi, je pense que nous allons pouvoir trouver des accords autour d'une démarche commune, tous ensemble. En tout cas, c'est mon souhait, parce qu'il sera fondamental qu'après, cette solidarité aussi puisse jouer entre les différents États, puisque nos dépendances à l'énergie fournie par la Russie ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je précise qu'il y aura sur la table la mise en place d'un plan Repower EU, qui l'idée c'est de réénergiser l'Europe pour sortir progressivement de cette dépendance aux énergies fossiles russes. Une dernière question sur la table aussi, Vincent Couronne, c'est l'adhésion de l'Ukraine, un dossier épineux. On l'imagine bien, le président Volodymyr Zelensky a demandé une adhésion sans délai, demande d'adhésion également exprimée par d'autres pays, par la suite la Géorgie et la Moldavie qui craignent d'être les prochains dans le viseur de la Russie, qui ont déjà été amputés de régions, on le sait, dans un passé récent. Est-il possible aujourd'hui de voir une adhésion rapide de l'Ukraine et aussi de la Géorgie et de la Moldavie ? Techniquement, oui. D'un point de vue strictement juridique, on peut tout à fait intégrer très rapidement un État membre dans l'Union européenne. Il y a des critères à respecter, mais ceux-là, en fait, peuvent être très facilement modifiés par le Conseil européen qui se réunit d'ailleurs ce soir. En pratique, non. En réalité, faut être aussi réaliste. L'économie de l'Ukraine est une économie qui nécessite quand même un rattrapage assez important pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Le salaire moyen en Ukraine, c'est à peu près 280-300 euros par mois. C'est 10 fois moins que le salaire moyen des Européens. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que adhérer à l'Union européenne, c'est aussi adhérer à sa politique de défense et notamment adhérer à un article dans le traité sur l'Union européenne qui est l'article 42, paragraphe 7. Cet article-là, je ne fais pas de technique, mais c'est l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN sur cette fameuse défense mutuelle, où si un État est attaqué et appelle à l'aide, les autres doivent faire le maximum pour l'aider militairement. Et donc, vous imaginez que si l'Union européenne en guerre adhérer à l'Union européenne, ça nécessiterait que les autres États membres de l'Union européenne se retrouveraient en guerre face à la Russie, ce qui est là, évidemment, personne ne veut ou ne peut se permettre. Est-ce qu'on peut mettre une clause ? Il me semble qu'il y a une clause qui est possible peut-être pour éviter justement ce dont vous parliez ? Oui, il est possible de ménager un opt-out. Le Danemark, par exemple, a ce genre d'opt-out sur sa politique de défense. Mais il ne faut pas se leurrer, même si le Danemark a un opt-out sur ça, si demain la Russie envahissait le Danemark, évidemment que les Européens réagiraient de manière beaucoup plus massive et réactive qu'ils ne le font vis-à-vis de l'Ukraine aujourd'hui. Être membre de l'Union européenne, ça n'est pas simplement qu'un club économique, c'est une communauté de vues, de valeurs qui fait qu'on se protège. Il y a une solidarité européenne et ces derniers mois, avec le Covid aussi, l'ont bien montré. Donc, c'est une responsabilité que les États membres, à l'unanimité aujourd'hui, ne sont pas prêts à assumer. Martha de Cidrac, vous vouliez intervenir sur ce sujet ? Oui, absolument, parce que je crois, pour compléter les propos qui viennent d'être dits, n'oublions pas aussi l'équilibre global sur le continent européen. Sur le continent européen, nous avons toute une région que sont les Balkans occidentaux. Il se trouve que je préside le groupe d'amitié au Sénat de cette région-là, et aujourd'hui, il faut que nous regardions avec beaucoup d'attention, tout à l'heure, lorsque je parlais que nous devrions être solidaires à la fois sur les sanctions, mais aussi sur la démarche à suivre, on voit bien que les Balkans ont une position un peu plus différente, car très dépendants pour
sur le coût de l'énergie russe. Et n'ouvrons pas une boîte de Pandore qui, à un moment donné, ferait que tous ces États, qui pour certains d'entre eux, je pense notamment à la Macédoine du Nord, d'ailleurs j'ai écrit au président Macron dans ce sens-là, sont très avancés, ont attendu beaucoup d'années et nous n'avons pas encore ouvert véritablement la porte de l'Union. Les États baltes aussi, une autre petite parenthèse, ont attendu 9 ans. Donc on ne peut pas, à un moment donné, envoyer des messages qui pourraient par moment paraître contradictoires et ne fragilisons pas des zones du continent européen qui souhaitent adhérer à l'Union européenne et qui, en fait, font énormément d'efforts depuis des années. Donc je pense qu'il faut que nous soyons très prudents sur la position que nous aurons vis-à-vis de l'Ukraine dans sa demande express. Un dernier tour de parole, Marta de Cidrac et Vincent Couronne. On va commencer avec vous, Vincent Couronne. Est-ce que c'est un sommet, à votre avis, qui peut réellement changer la donne ? Est-ce qu'on peut s'attendre à de grands changements avec ce sommet ? Bon, alors, c'est difficile à dire parce que comme les Européens se prononcent à l'unanimité dans ce genre de cénacle, d'institutions, on n'est pas à l'abri qu'un État, la Hongrie peut-être, ou quelques États bloquent sur certains sujets. En revanche, les symboles sont posés. C'est un Conseil européen qui a lieu à Versailles, au même endroit où Emmanuel Macron, il y a 5 ans, avait reçu Vladimir Poutine. On est dans une crise majeure qui est équivalente, peut-être même encore plus importante, beaucoup plus grave que celle du Covid à laquelle l'Europe a été confrontée il y a 2 ans. Et donc, on ne peut pas imaginer que ce Conseil européen, si vous voulez, même d'un point de vue symbolique, ne sorte pas avec des décisions historiques. Marta de Cidrac, le mot de la fin pour vous ? Alors écoutez, moi je ne sais pas, je ne peux pas préjuger de ce qui en sortira de ce sommet. N'oublions pas qu'il s'inscrit malgré tout dans le calendrier de la présidence française. Donc c'était un sommet qui de toute façon allait avoir lieu à un moment donné. Là, l'Ukraine nous rattrape avec les actualités terribles que vit ce territoire de l'Europe, enfin du continent européen. Donc soyons vigilants, soyons attentifs et espérons une solidarité européenne la plus large possible. Merci Marta de Cidrac d'être venue en plateau. Je rappelle, sénatrice Les Républicains des Yvelines, secrétaire de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Et vous êtes également la présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines. On peut retrouver d'ailleurs toutes les informations sur la Maison de l'Europe via le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Et merci à Vincent Couronne d'avoir été avec nous par visioconférence. Je le rappelle, docteur en droit public et fondateur du collectif des surligneurs. Les surligneurs qui interviennent régulièrement sur TV78 à retrouver tous les vendredis dans l'émission 7-8 Week-end et toutes les informations aussi à retrouver sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Avec le sommet de Versailles, le secteur autour du château est bouclé. Les abords du site sont répartis en 3 zones de restriction pour la circulation des véhicules et des piétons. De quoi bouleverser quelque peu la vie des Versaillais pendant 2 jours. Le reportage à ce sujet de Célia Gatsongo, Michael Elmidoro et Nicolas Dandry. Déviation, c'est le mot du jour pour les automobilistes versaillais. La cité royale accueille le sommet européen au château de Versailles, un dispositif de grande ampleur avec plus de 500 policiers, gendarmes et CRS mobilisés. Le dispositif décidé et mis en place par un contrôle de zone, de plusieurs zones périmétriques autour du château est en place. Donc une zone complètement étanche dans le château et des zones à l'accès réservé un peu plus loin autour du château, ainsi que le dispositif de circulation qui permettra d'accueillir l'ensemble des délégations participant au sommet. Pour les Versaillais, difficile parfois de s'y retrouver, certains ont eu des difficultés de circulation. Le petit périple aujourd'hui, c'est qu'on attendait le bus pour aller de la gare rive droite à la gare rive gauche. Et du coup, on a attendu le bus un quart d'heure, on est monté dans le bus et l'arrêt suivant, c'était le terminus. Et donc on est obligé de faire toute la route à pied avec un petit garçon qui a 3 ans. C'est pas facile. J'ai pris le bus donc à Montigny, qui a fait donc un grand crochet, qui n'est pas du tout passé par les arrêts donc prévus et qui a fait presque un direct, enfin jusqu'à la gare rive gauche. Voilà, donc là je vais m'adapter et puis je vais me balader dans Versailles. Et tant pis, je ferai le château un autre jour. Je dois aller faire une visite à la clinique des franciscaines et il fallait que je me déplace du boulevard de la Reine aux franciscaines, c'est-à-dire exactement l'opposé. Voilà. Non mais ça va, ils sont pas... On est habitués, c'est pas le premier sommet. Les points d'accès au périmètre sont nombreux. Cela concerne entre autres l'entrée de la ville sur la RD 10 depuis Saint-Cyr-l'École, les rues de Satory et de l'Orangerie, ainsi que l'avenue de Saint-Cloud et la rue Carnot. Les Versaillais avaient été prévenus par flyers dans les boîtes aux lettres. Finalement, la circulation pour les piétons est plus simple que pour celle des automobilistes. Le blocage, c'est pas si terrible que ça, parce que pour finir, on a été bien prévenus, ça a été bien organisé.
Et puis c'est vraiment que le tour du château qui est pris, le reste de la ville est accessible, donc aucun problème particulier, ça se fait très bien. Oui, effectivement, ça avait été prévenu, on avait reçu des courriels de la mairie de Versailles, donc j'avais anticipé les choses en me garant dans une rue qui n'était pas bloquée. Donc voilà, pour moi c'est pas très contraignant finalement. Côté commerçant dans la zone rouge interdit aux piétons et voitures, ce restaurant a décidé de rester ouvert malgré tout. On pense qu'on va travailler avec les chauffeurs, les gardes-corps. C'est normal que ça soit fermé pour la sécurité des gens. Dans la zone orange, beaucoup de commerces sont ouverts. C'est le cas des potins d'Angela. Alors ça, c'est la mairie qui a déposé dans les boîtes aux lettres de Versailles avec toutes les indications des zones rouges et oranges. Donc nous, on fait partie de la zone orange. Donc on savait qu'on ne pouvait pas stationner, qu'on ne peut pas mettre les poubelles dehors et qu'on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc on ouvre si on a envie. Moi c'est ma première fois, donc comme je ne savais pas si j'allais travailler ou pas, j'ai ouvert. Je n'ai pas fait plus, je n'ai pas fait moins que d'habitude. Les clients sont au rendez-vous. Autre information, la gare de Versailles-Château-Rive-Gauche est fermée jusqu'à vendredi 11 mars 18h. Fin du dispositif entier également vendredi soir. Une cellule d'information du public avec une ligne téléphonique dédiée est aussi ouverte. Édition spéciale consacrée au sommet européen qui se tient à Versailles. C'est ouvert ce jeudi et se tient jusqu'à vendredi. Et j'accueille à présent mon troisième invité dans cette édition spéciale, Henri Malos. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association de la maison Jean Monnet qui est basée à Bazoches-sur-Guyonne et qui a pour mission de transmettre la mémoire et l'héritage de Jean Monnet, celui qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe. Ce qui est intéressant quand on regarde les thématiques de ce sommet de Versailles, l'indépendance énergétique, l'Europe de la défense, ça renvoie au début finalement de la construction européenne dans les années 1950. Si on prend déjà rien que sur la CECA, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui a été créée, on le rappelle, en avril 1951 avec la signature du traité de Paris par 6 pays, on parlait déjà de la notion d'acier, finalement, de charbon, pardon. Je voulais évoquer avec vous le charbon, donc on évoquait déjà la question énergétique, finalement. Bonsoir, donc d'abord, Jean Monnet n'est pas censé être, il est le père de la construction européenne avec Robert Schuman, avec Konrad Adenauer et d'autres, puisque c'est Jean Monnet qui a rédigé la fameuse déclaration Schuman du 9 mai 1950. Alors effectivement, la communauté économique charbon-acier, c'était surtout ce qui était à l'époque le nerf de la guerre, le charbon et l'acier qu'on a communautarisé. Par contre, ce qui est le plus important, c'est de rappeler qu'en 1954, Jean Monnet, Schuman et les autres ont proposé une communauté européenne de la défense. Oui. Et si ce projet avait été accepté, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Malheureusement, c'est le Parlement français, avec les voix des députés gaullistes et des députés communistes, qui a rejeté ce projet. Donc, effectivement, Jean Monnet et les autres pères fondateurs auraient bien voulu que l'Europe ait une défense commune dès 1954, mais comme j'ai dit, c'est la France qui a bloqué. Donc, espérons que la France va un petit peu se rattraper. Je voudrais simplement signaler, parce que moi je suis aussi ancien président d'une institution européenne, je participais à des sommets européens. Les sommets européens ne sont pas des lieux où on décide, il n'y a pas de décision, c'est pas une demande de décision. Il y aura une déclaration commune, cette déclaration va donner des orientations. Donc il faudrait éviter de désorienter vos auditeurs ou téléspectateurs qui soient déçus, mais les sommets européens ne sont pas là pour décider dans les institutions européennes, ils sont là pour donner des orientations. Et juste pour préciser, vous m'avez peut-être mal entendu, je n'ai pas dit il est censé être père fondateur de l'Union européenne, de la construction européenne. J'ai bien dit il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe. Je reprends les mots qui sont sur votre site, publiés sur le site de la maison Jean Monnet. Vous le disiez très vite, dans les années 1950, on évoque ce projet d'Europe de la défense. Vous parliez tout à l'heure de cette communauté européenne de la défense. Juste rappeler le contexte de l'époque. Pourquoi il y a cette idée très vite qui naît dans la tête de Jean Monnet, parce qu'il en est le précurseur de cette Europe de la défense. On pense forcément au contexte tendu de la guerre froide dans ces années 50. Oui, mais aussi, on était encore dans la réconciliation. Donc, dans ce projet de communauté européenne de la défense, il y avait l'Italie et l'Allemagne qui avaient été quelques années avant nos adversaires. Et quels adversaires? Donc, c'était aussi dans l'idée d'associer l'Allemagne et l'Italie, des anciens belligérants, des anciens adversaires,
dans un système de défense commune qui n'était pas l'OTAN. L'OTAN, c'est l'alliance atlantique avec les États-Unis, l'Union européenne et la communauté européenne de défense, c'est autre chose. Et je crois que le grand enjeu de ce sommet, en fait, et comme je disais, va simplement donner des orientations, c'est savoir est-ce qu'on veut, comme souhaitent par exemple les Polonais, comme souhaitent les pays d'Europe centrale et orientale, simplement que la défense des Européens soit assurée par l'OTAN et assurée, c'est-à-dire par les États-Unis, parce que l'OTAN, ce sont les États-Unis, ou est-ce qu'on veut avoir une défense européenne indépendante? Là-dessus, la France est pour le moment relativement isolée, je dirais malheureusement. Et si on avait, je reviens à 1954, vous voyez, c'est pas la veille, c'est pas hier, parce que c'est en fait l'année de ma naissance, mais si on avait, dès 1954, si la France n'avait pas bloqué cette communauté européenne de défense, on n'en serait pas là où on en est. Mais aujourd'hui, on est où la position française d'avoir une défense européenne indépendante de l'OTAN est pour le moment minoritaire. Oui, c'est finalement un projet qui fait parler encore de lui plus de 70 ans après sa première évocation. Si on revient justement sur le projet de communauté européenne de la défense, qu'est-ce qu'il contenait finalement? Il y avait la création, c'était évoqué, de l'armée européenne à l'époque, d'une armée européenne. En fait, c'était un petit peu sur la même méthode que celle avec laquelle on a fait le charbon à acier et le marché commun. C'est une méthode progressive. Je rappelle qu'il n'y a pas de souveraineté européenne aujourd'hui. La souveraineté, elle est dans les nations. Mais les nations, les États décident librement, de façon souveraine, de transférer une part de leur souveraineté vers le niveau européen. C'est ce qu'on a fait pour le charbon et l'acier, c'est ce qu'on a fait pour les affaires économiques, c'est ce qu'on a fait plus récemment pour la monnaie, avec la monnaie unique. Donc la communauté européenne de défense, c'était le transfert progressif des souverainetés des États en matière de défense vers le niveau européen. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cela s'imposerait, car c'est ridicule que Bruxelles s'occupe de la taille des cornichons ou des boîtes de conserve de sardines, et que par contre, dans ce domaine crucial qui est notre indépendance, eh bien chaque État ait ses propres politiques, ses propres armées, avec en fait très peu de coordination. Mais comme je vous l'expliquais, du fait que l'Europe a traîné à s'occuper de ces questions de défense depuis maintenant 67 ans, c'est-à-dire depuis le projet de la communauté européenne de défense qui a échoué, comme on n'a pas progressé, peu à peu est rentré dans l'idée, notamment des ex-pays socialistes, que le seul outil de défense qui les protégeait, c'était l'OTAN. C'est pour cela d'ailleurs que c'est très important. Le président ukrainien Zelensky a, vous avez sûrement entendu dans les jours passés, a renoncé à l'idée à ce que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, qui était la grande inquiétude de la Russie, la grande peur, le prétexte, la raison de l'invasion, mais a demandé à rejoindre l'Union européenne, ce qui est très différent. Rejoindre l'Union européenne, c'est pas rejoindre l'OTAN, comme vous l'avez dit d'ailleurs très bien dans le reportage tout à l'heure. Il y a 6 pays membres de l'Union européenne qui sont des pays neutres, qui ne sont pas dans l'OTAN. Donc ça montre bien que c'est aussi cette demande d'adhésion du président Zelensky qui est vers l'Union européenne et pas vers l'OTAN, c'est aussi un appel vers une défense européenne indépendante. Donc, une toute dernière question, Henri Malos, vous le disiez, finalement c'est un... Alors une toute dernière question, vous le disiez, c'est un projet finalement qui va être rejeté par l'Assemblée nationale en août 1954. Comment peut-on expliquer les réticences de l'époque? Quelles étaient-elles? Je pense qu'il y avait double réticence. Le Parti communiste, c'est évident, parce que le Parti communiste, surtout en 1954, était totalement inféodé à Moscou. Donc, toute défense européenne était vue comme hostile à l'URSS. Et quant au Parti gaulliste, c'était surtout une façon de s'opposer à la majorité, qui est une majorité socialiste centriste à l'époque, plutôt qu'autre chose. Mais on voit que ça a été une démarche extrêmement malheureuse. Et cette alliance qui s'est produite en 1954, eh bien, nous en payons encore aujourd'hui, malheureusement,
des résultats et le prix, qui est un prix très, très élevé. Merci Henri Malos d'être revenu pour nous sur ce projet qui a été ensuite abandonné, celui d'une communauté européenne de la défense. Pour la maison Jean Monnet, si vous permettez, qui est dans votre beau département des Yvelines. Et tous ceux qui la visitent peuvent retrouver l'âme et l'esprit de Jean Monnet et de la création de l'Union européenne. Et vous avez le site internet qui s'affiche en bas de l'écran pour retrouver toutes les informations sur cette maison Jean Monnet, on le rappelle, basée à Bazoches sur Guyonne. Merci Henri Malos d'avoir été avec nous. Merci. Et on continue de scruter l'histoire avec Mélanie Poquet de la rédaction de TV78 qui m'a rejoint en plateau. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Avec ce sommet européen qui se déroule, on l'a dit, dans le cadre du château de Versailles. C'est un lieu symbolique pour les questions diplomatiques françaises et européennes. Et oui, et l'un de vos invités l'a dit, l'histoire fait parfois un petit peu ironie. Le dernier chef d'État reçu par Emmanuel Macron, domaine royal, c'est Vladimir Poutine. C'était le 29 mai 2017. Emmanuel Macron est alors président depuis quelques semaines. Un accueil organisé pour évoquer, entre autres, la lutte contre le terrorisme, les crises en Syrie et en Ukraine. Une rencontre en petit comité suivie d'un déjeuner avant de visiter une exposition consacrée à Pierre le Grand, tsar en 1717. Le château de Versailles est un lieu diplomatique prisé par le chef d'État français en 2018. Emmanuel Macron y reçoit Naruhito, le prince héritier du Japon, mais le domaine royal s'inscrit également dans l'histoire française. Et oui, Napoléon Ier y invite la reine de Westphalie en 1807, Napoléon III, la reine Victoria en 1855, le maréchal de MacMahon, le Shah de Perse en 1873, le tsar Nicolas II est reçu par Félix Faure en 1896. Je vous fais un petit historique, ça va être un peu long. Le général de Gaulle y organise, lui, 11 rencontres. Il y a eu celle avec Nikita Khrouchtchev en 1960 ou encore Richard Nixon en 1969. Plus récent, François Mitterrand reçoit, lui, le G7 en 1982. François Hollande n'est pas en reste parce qu'il accueille le président chinois Xi Jinping en 2017. Mais l'événement le plus connu, Mélanie, parce qu'il porte son nom, c'est au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est le traité de Versailles signé en 1919. Et oui, le 28 juin 1919, plus exactement, c'est le congrès de la paix qui est organisé au sein même du château. L'Allemagne est alors défaite en 1918. De nombreux chefs d'État et de nombreuses délégations diplomatiques se rassemblent autour de Georges Clemenceau, alors président du Conseil français, et le président des États-Unis, Woodrow Wilson. Globalement, il y avait l'idée de rendre le monde plus sûr par la démocratisation, premièrement, deux, rendre le monde plus sûr par la sécurité collective, société nation, et trois, rendre le monde peut-être plus interdépendant. Il y avait déjà l'idée de libre commerce. Face à lui, on a Clemenceau qui, lui, il croit plutôt à la réelle politique. À la réelle politique veut dire au rapport de force, dont lui il estime une paix durable repose globalement sur la force dissuasive. Alors la signature du traité aura lieu dans un endroit emblématique du château, la Galerie des Glaces. La délégation allemande arrive la dernière, mais c'est la première à signer le document qui est installé sur un bureau au milieu de la célèbre galerie. Le château de Versailles aura aussi été le théâtre de plusieurs congrès. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, les présidents de la République ont la possibilité de s'adresser au Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis au château. Alors Nicolas Sarkozy, lui, n'en fait qu'un seul, c'est en 2019. En 2007, François Hollande y rassemblera le Parlement suite aux attentats du 13 novembre 2015. Emmanuel Macron souhaite en faire un rendez-vous annuel en 2017 et 2018. Il y renonce en 2019, cette fois la date arrive. Il laisse son Premier ministre Édouard Philippe s'adresser aux deux chambres directement dans les chambres. Merci Mélanie pour ce petit point d'information autour de, on l'a compris, du château de Versailles qui a été théâtre déjà par le passé de sommets internationaux. Il y a donc le sommet européen qui se tient jusqu'à demain vendredi et on peut le dire qui est déjà d'ores et déjà historique pour la ville de Versailles, signe de ce caractère exceptionnel. Le nombre de journalistes accrédités sur les 2 jours de ce rendez-vous, des reporters venus du monde entier pour suivre les échanges entre les 27 États membres de l'Union européenne. Et sur place, on retrouve Nicolas Dandry et Mickaël Elmidoro. Ils sont 1000 journalistes accrédités pour les 2 jours du sommet européen à Versailles. Dans ces 2 tentes installées sur la place d'Armes juste devant le château, on retrouve principalement des journalistes venus de l'Union européenne.
La situation est vraiment tendue. Elle concerne la Finlande à cause de notre frontière avec la Russie. Je pense que la Finlande espère que les autres États membres exprimeront une solidarité vis-à-vis d'elle en termes de sécurité. Nous ne sommes pas membres de l'OTAN et donc l'Union européenne est vraiment très importante pour nous. Quelques mètres plus loin, une équipe de la télévision allemande ZDF. Au total, techniciens et journalistes compris, ils sont 9 à travailler sur ce sommet. L'idée du président Macron qu'il a eue d'une Europe souveraine, et de temps en temps les autres pays ont même souri un tout petit peu, n'ont pas trouvé cette idée trop sérieuse, mais maintenant ça change. On est vraiment en mouvement vers une Europe plus souveraine et je pense qu'ici à Versailles on peut voir les premiers pas dans ce chemin-là. Un sommet européen qui intéresse également le monde entier. Cette correspondante syrienne à Paris assure des directs toutes les heures pour une télévision du Moyen-Orient. L'Amérique, la Russie, la Chine sont concernés, donc le Moyen-Orient aussi. Vous savez, la Russie a aussi des militaires, par exemple en Syrie ou au Mali. Ce problème n'affecte pas uniquement les relations entre l'Amérique, la Russie et l'Europe, mais aussi avec le Moyen-Orient. Tous attendent désormais les décisions qui seront prises pendant ce sommet. Un rendez-vous déjà historique. Versailles n'avait plus accueilli autant de journalistes depuis le dernier G7 en 1982. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce sommet européen qui s'est ouvert à Versailles et qui se tient jusqu'à demain au château de Versailles. Nous reviendrons demain vendredi sur ce rendez-vous dans notre émission 7-8 Week-end. Une information avant de vous laisser, la préfecture des Yvelines annonce l'ouverture d'une plateforme d'accueil des réfugiés ukrainiens dans le département. Le préfet Jean-Jacques Brault a missionné l'association Aurore pour ce faire. La plateforme est téléphonique dans un premier temps et réservée aux ressortissants ukrainiens présents dans les Yvelines, aux collectivités et aux associations. 3 missions, répondre aux interrogations des réfugiés sur le logement, le droit au séjour, les droits sociaux, la santé et la scolarisation, apparier les offres aux besoins de logement sur le territoire pour les communes et associations, enfin assurer une coordination de tous les services. La plateforme est joignable de lundi à vendredi, au vendredi de 9h à 18h sur le numéro bien sûr qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes techniques. Une édition à revoir sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée sur TV78.